J'avais en gros le 50 Cent genevois et le gars de l'autre bord politique avec les jeans collants et puis les chaussures en cuir avec bout métallique. Une entreprise typique suisse, sur 10 employés, près de 3 sont d'origine étrangère. Moi, je suis né en France, j'habite en Suisse. J'ai grandi où j'ai vécu dans différentes couches sociales, que ce soit un peu bourgeois ou un petit peu moins. Ma maman est née au Togo et mon papa est né en Algérie. En gros, j'ai grandi un peu entre la recette du foufou togolais, les parfums de fleurs d'oranger et la blanquette de veau du dimanche. La plupart des responsables de ces équipes, ils pointent, en tout cas moi je me rappelle à l'armée, c'est la communication qui est souvent mise à rude épreuve dans cette gestion d'équipes multiculturelles. C'est vraiment un défi quotidien. J'avais eu sur un effectif de 18 personnes, une candidate de langue allemande. Si je parle allemand, si je fais l'effort, moi, comme chef, d'aller vers la personne, et ben, il y a une sorte de mimétisme qui va s'installer. Ça, je l'ai remarqué dans le sens où les gens de ma classe se sont mis à aller, même s'ils parlaient pas très bien l'allemand, à aller essayer de parler allemand avec cette personne et elle, essayer de parler français. Les entreprises qui ont une direction, donc un management culturellement divers, sont 36% plus performantes. Quand on prend ça à l'échelle d'une grande entreprise, par exemple, c'est énorme. Et puis à force de se retrouver dans le même trou de tirailleurs, à porter les mêmes blessés, à porter le même matériel, à faire les gardes de nuit dans le froid, dans le vent. Enfin, ces mecs-là, ils ont appris à s'apprécier. C'est se voir ces deux mecs ensemble qui se détestaient, ils étaient tout le temps loin de l'autre, de les voir ensemble à la fin. Et ça, c'était vraiment une expérience enrichissante et intéressante pour les gens qui sont très différents à la base. Salut la communauté, c'est Stéphane et Arnaud et vous êtes sur Ciel, le podcast qui décode l'intelligence émotionnelle et le leadership. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, c'est la gestion des équipes multiculturelles et le rôle des émotions. Et pour ça, on a un super invité, Fredo, un défi quotidien qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Ah oui, parce que qui n'a jamais vécu des moments où les différences culturelles créent des situations, je vais dire, intéressantes. Alors, quand on est en vacances, c'est toujours chouette parce qu'on peut apprendre. Et des fois, quand on est dans le monde professionnel, ces situations intéressantes dans la gestion des équipes multiculturelles peuvent poser des défis, des challenges. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui parce que ça peut être un peu complexe. Donc, on va en parler. Alors, Stéphane, je te laisse continuer avec ça. Ben oui, avec plaisir. Déjà, je pense que multiculturel, autant toi, Fredo, que toi, Arnaud, que moi, on connaît par nos vies respectives. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau ici, donc on publie chaque mois un nouvel épisode où justement on partage nos expériences, nos connaissances et où on a la chance aussi d'inviter régulièrement des gens comme toi et moi qui partagent simplement leur expérience du terrain. Aujourd'hui, ça sera Fredo qui va partager ses expériences. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu es intéressé aussi à partager, activer la cloche pour rien manquer. Donc, à chaque nouvel épisode, tu recevras un message. Et si tu aimerais aussi contribuer et partager ton expérience dans l'univers des émotions et du leadership, n'hésite pas à nous écrire à formation@ciel-ie.com. On mettra le mail en lien dans le commentaire. Alors, peut-être pourquoi on a choisi de prendre cette thématique sur la gestion des équipes multiculturelles parce que autant Stéphane que moi, on vit dans des environnements où la culture est assez différente de la Suisse peut-être. Donc, on a appris énormément, on apprend tous les jours, mais surtout parce que ça nous concerne tous. Si on est responsable d'une équipe aujourd'hui dans les environnements professionnels, on voit que les équipes, elles sont de plus en plus mélangées, elles viennent de cultures différentes, d'horizons différentes, et il faut pouvoir les gérer. On a invité, comme tu l'as dit Stéphane, on a invité Fredo, c'est Frédéric Garcia. Moi, je le connais depuis quelques années. J'ai fait l'école d'instructeur avec et il m'a toujours impressionné aussi par rapport à son parcours, d'où il venait, comment il gérait aussi toutes ces différences culturelles parce qu'il a partagé beaucoup de choses quand on était ensemble à l'armée. Donc, je te laisserai te présenter un peu plus tard, Frédéric, par rapport à ça. Mais Stéphane, il va vite nous donner le programme. Qu'est-ce qui nous attend dans ce podcast? On va faire un voyage en 4 escales essentielles. La première escale, c'est aussi de voir les chiffres qui nous montrent aussi l'ampleur finalement de ce phénomène multiculturel aujourd'hui plus que jamais. L'impact, ça sera la deuxième escale, l'impact des émotions
En contexte multiculturel, on va te donner en troisième étape une trousse de secours pratique si tu vis en milieu multiculturel, et aussi en quatrième étape des conseils d'un sage baroudeur. Tu en sauras un peu plus tout à l'heure. Bon, Fredo, je pense qu'on peut t'appeler comme ça parce qu'on t'a déjà dit depuis le début, je pense que ça te posera pas trop de problèmes. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours professionnel, comment tu as développé toutes ces connaissances ou ces compétences avec la gestion des différentes équipes multiculturelles, en quelques mots? On reviendra après en détail dans les questions. Alors bon, déjà, moi je suis né en France. J'habite en Suisse. J'ai grandi où j'ai vécu dans différentes couches sociales, que ce soit un peu bourgeois ou un petit peu moins. Mes deux parents sont nés en Afrique. Ma maman est née au Togo et mon papa est né en Algérie. Notre famille à la fois missionnaire d'un côté et pied noir de l'autre. Donc, en gros, j'ai grandi un peu entre le foufou, la recette du foufou togolais, les parfums de fleurs d'oranger et la blanquette de veau du dimanche. Pour ce qui est de la Suisse, j'ai habité presque dans toutes les régions, tant à la campagne qu'en ville. Maintenant, j'habite au fin fond d'un village, on dirait un peu le Far West, mais j'ai aussi habité dans la très multiculturelle Zurich. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu mon intérêt pour la chose. Et effectivement, Arnaud, on a fait notre formation militaire ensemble. Tu te souviens du fin fond de l'Appenzell? Ça, je pense que c'était le premier choc culturel intéressant, je pense, quoi. Effectivement, intéressant. Merci déjà Fredo de t'être présenté. On voit que tu as, je dirais, un parcours très très riche, hein. Non seulement au niveau, alors aujourd'hui tu vis en Suisse, tu es dans un métier, on va dire assez, qui peut paraître de l'extérieur assez carré, mais qui finalement est beaucoup plus riche qu'on l'imagine. Je parle aussi en tant qu'ancien militaire, hein, parce que j'ai aussi été longtemps militaire. Alors moi 2010, hein, contrairement à vous deux qui étaient de métier. Et je trouve intéressant parce que autant Arnaud que moi, on vit dans deux pays très différents, en fait. On a toujours nos origines suisses. Pour ce qui est de ma part, je partage ma vie entre deux pays avec deux cultures très très différentes. Pour faire simple, entre la Portugal et la Suisse, et je passe à peu près 50% de mon temps dans les deux pays. Donc, le côté multiculturel, on peut vraiment l'expérimenter à plein de niveaux. J'aimerais vous donner en fait deux données surprenantes par rapport aux entreprises en Suisse sur la notion de la réalité multiculturelle. Il faut savoir que une entreprise typique suisse, sur 10 employés, près de 3 sont d'origine étrangère. Quand je dis d'origine étrangère, c'est pas des secondo ou tercio, c'est pas des personnes qui sont de deuxième ou troisième génération, c'est vraiment des gens qui ont encore une nationalité étrangère. Si on comptait encore les gens qui sont de parents migrants étrangers, je pense qu'on serait dans un chiffre beaucoup plus important. Et dans 7 entreprises sur 10, on retrouve au moins 3 nationalités différentes. C'est pas rien, hein, 3 nationalités différentes. Alors, aller dans le bâtiment, aller dans la cuisine, aller dans le nettoyage, etc. Et vous verrez qu'on a des cultures et des origines extrêmement riches et différentes. Et ce qui nous invite aussi finalement à développer nos capacités, je dirais, d'interagir et de comprendre des modes de fonctionnement très différents. Arnaud parlait tout à l'heure des vacances. C'est sûr que je trouve que voilà, quand on voyage déjà, c'est une bonne chose. Voyager, je pense que ça permet de comprendre aussi d'autres cultures et d'autres métiers. Mais quand on y vit, c'est encore autre chose. Je vous prends l'exemple du Portugal pour faire une parenthèse. Aller en vacances au Portugal, c'est chouette, la plage, etc. Mais quand tu y vis, tu découvres d'autres facettes du pays, alors des magnifiques facettes, et puis des choses beaucoup plus compliquées. Pour en citer qu'une, je vous donne un exemple concret. Pour changer mon permis de conduire automobile catégorie B, rien d'extraordinaire, il m'a fallu 2 ans pour obtenir mon permis de conduire portugais. Voilà, c'est juste une anecdote. Donc, si tu es pressé, le challenge, c'est apprendre la patience. Je vais pas passer les anecdotes que je vis ici en Polynésie française parce qu'on en aurait aussi pour un podcast entier. Mais Fredo, ces chiffres, ça te parle un petit peu, toi, de voir que 7 entreprises sur 10, on trouve au moins 3 nationalités. Toi qui travailles dans une grande boîte suisse, ça te parle un tout petit peu? Oui, c'est clair que pour moi c'est une réalité, même si les gens dans mon cadre on se prend en commun leur nationalité suisse. J'irais même plus loin parce qu'il y a aussi les origines sociales, religieuses,
ethnique. Enfin, donc il y a tout un tas d'aspects qui sont intéressants. Moi, j'ai passé pas mal de temps avec eux et puis j'ai appris à faire un pas vers l'autre, à considérer, à respecter un peu les gens. Il faut essayer de rester, je pense, soi-même. Mais oui, c'est une réalité. Puis je pense même que c'est une richesse pour l'atteinte des objectifs, la mission, comme on dirait dans notre cadre, Arnaud. Mais surtout, je pense que ça permet d'avoir plusieurs perspectives au sein d'un même groupe. Donc ça, je pense que c'est clairement la plus-value. Alors, Ah, cool. on parle de la Suisse, hein, mais il faut savoir aussi c'est pas qu'une tendance locale, hein. On sait qu'à l'échelle mondiale, 96% des entreprises, elles considèrent que justement cette diversité culturelle, c'est quelque chose de crucial. Et même McKinsey a fait des études là-dessus. Alors, on aime ou on n'aime pas McKinsey, mais je trouve que c'est intéressant de comprendre que ce qu'il en résulte finalement, c'est que les entreprises qui ont une direction, donc un management culturellement diverses, sont 36% plus performantes. C'est pas anecdotique, quoi. 36%, quand on prend ça à l'échelle d'une grande entreprise, par exemple, plus de performance, c'est énorme. Ouais, mais tu vois, il y a pas tout qui est rose non plus. Puis je pense que, Fredo, tu vas pas me contredire là-dessus, c'est que la plupart des managers ou des leaders, des cadres, des responsables de ces équipes, ben, ils pointent, en tout cas, moi, je me rappelle à l'armée, c'est la communication qui est souvent mise à rude épreuve dans cette gestion d'équipes multiculturelles. C'est vraiment un défi quotidien de pouvoir gérer peut-être différentes langues, différentes cultures. Aussi toute la problématique de la gestion des conflits. Je sais pas ce que tu penses par rapport à ça. En tout cas, nous, on voyait que c'était une vraie difficulté, c'est communiquer et gérer les conflits quand on est dans des groupes multiculturels. La communication, c'est clairement un élément clé de la gestion des équipes, qu'elles soient d'ailleurs multiculturelles ou pas. Moi, je peux prendre le cadre où moi, chez nous, c'était francophone, allemand, peut-être parfois même italien. C'est un peu plus rare d'avoir des gens des grisons. Mais en préparant la discussion, je me suis souvenu dans le cadre d'un de mes groupes, d'une de mes classes, j'avais eu sur un effectif de 18 personnes, une candidate de langue allemande. Et puis, je pense que si je parle allemand, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Si je parle allemand, si je fais l'effort, moi, comme chef, euh, d'aller vers la personne, et ben, il y a une sorte de mimétisme qui va s'installer. Ça, je l'ai remarqué dans le sens où les gens de ma classe se sont mis à aller, même s'ils parlaient pas très bien l'allemand, à aller essayer de parler allemand avec cette personne et elle, de son côté, d'essayer de parler français. Et pourtant, c'était vraiment une minorité. Donc voilà. Donc ça, c'était, je pense, quelque chose d'intéressant. En même temps, dans la communication, il faut savoir se montrer assez neutre. Il faut pas prendre parti, mais je pense qu'il faut aussi respecter. Il faut se respecter soi-même. Je pense que c'est ça, comme chef, savoir de là où on vient, ce qu'on est, et pas essayer de biaiser l'image. C'est un peu c'est un espèce de numéro d'équilibrisme, quoi, dans la gestion quotidienne, d'aller d'un côté, d'aller de l'autre, mais sans tomber. Toujours rester sur sa ligne, quoi. Et ça c'est quelque chose qui est, je pense, intéressant. C'est ce qui rend le truc un peu plus intéressant qu'avoir que des gens qui sont, allez, je vais forcer un peu le trait, mais qui sont des photocopies les unes des autres, quoi. Ah, c'est une sorte d'adaptabilité d'une certaine manière, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane, par rapport à l'adaptabilité des entreprises? C'est quelque chose qui te parle aussi? Alors, ouais, pour terminer un peu avec les chiffres, parce que le but, c'est pas de donner que des chiffres, mais je trouve que quand même, les chiffres, ils nous permettent aussi d'avoir un référentiel. Après, on en fait ce qu'on veut, mais je trouve quand même important. Ben, on sait face à ça que les entreprises qui s'adaptent, tu parles d'adaptabilité, les deux tiers proposent justement des formations de sensibilisation à l'intelligence culturelle. Ben, ils mettent aussi en place 72% de mentorat interculturel. Donc, ce qui veut dire que finalement, le fait d'accompagner les gens aussi dans cette ouverture d'esprit multiculturel, ça peut permettre vraiment d'aller plus loin. Je donne juste un exemple qui me vient à l'esprit. C'est une entreprise de construction dans le canton de Fribourg, pour pas nommer, qui a proposé donc dans la construction, c'est les chantiers, etc., qui a proposé à ses collaborateurs de suivre des cours de français parce que il y avait très peu de gens de langue maternelle française. La majeure partie était de plein de langues culturelles différentes. Donc, ils ont pris d'abord un groupe, finalement, de personnes volontaires et après, ils ont imposé
la, la- la- l'apprentissage de la langue française comme langue de travail pour deux raisons. La première, c'est par rapport à la facilité de communication qu'on ait une langue commune, mais surtout, un deuxième aspect auquel on ne pense pas forcément, la notion de sécurité. Donc voilà. Donc ils ont choisi de le mettre en place avec succès et ça donnait quelque chose de très positif et finalement, tout le monde y a gagné. D'ailleurs, Fredo, comment toi, tu as vu évoluer finalement ces pratiques au fil des années? Il y a une chose qui est extrêmement différente déjà à la base, c'est que dans mon cadre, la communauté est non choisie. Elle est imposée, tu peux pas changer. Tu peux pas dire, ah là, ça me convient pas, je veux changer. Il n'y a pas le choix. Donc on doit faire avec les gens qu'on a et les gens qui sont dans cette communauté doivent amener la prestation ensemble. Il n'y a pas d'option. Euh, Par contre, moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de polarisation. J'ai pas l'impression que dans la société, de manière générale, les cultures ont très envie de se mixer si on l'impose pas. Donc, j'ai plus l'impression que ça s'éloigne, que ça s'évite et que ça évolue en parallèle. C'est un peu le constat quand je vois ça ici dans mon village ou dans mon quotidien, j'ai plus l'impression que, ok, on vient au contact, c'est pas méchant au contact, hein, mais on vient au contact un peu quand on y est presque forcé. Voilà, c'est un peu Mhm. mon analyse. Ouais, c'est pour ça que on voit justement dans les grandes entreprises, ils proposent beaucoup parce que si on revient dans le monde de l'entreprise, j'ai dit 72% ont mis en place du mentorat interculturel parce que je pense qu'il y a aussi un peu la peur de l'étranger, de peut-être être maladroit, de pas se comprendre. C'est humainement compréhensible, mais à un moment donné, c'est aussi intéressant dans une organisation de mettre en place des éléments pour permettre de faciliter cette transition ou cette relation. Ouais, alors chez nous, dans mon cadre, il n'y a pas de formation prévue. Par contre, je pense que il faut apprécier l'être humain, il faut être en mesure de comprendre les liens sociaux entre les gens. Donc, si t'as pas ça, je pense que c'est difficile dans mon cadre professionnel de gérer des équipes. Si on plonge un peu plus en détail maintenant dans ton quotidien, Fredo, par rapport à ce que tu vis tous les jours, ce serait quoi ton plus grand défi relationnel que tu as dû surmonter quand tu as dû gérer des équipes comme d'origines différentes? Là, tu nous as parlé de cette fille qui était dans ton groupe, c'était la seule qui parlait l'allemand et que les autres parlaient pas l'allemand. C'est quoi le plus grand défi que t'as dû relever par rapport à ça? Alors, le plus grand défi pour moi, c'est être en mesure de mettre l'individu en retrait au profit de la réussite des objectifs. Puisque chacun allez, son petit confort, ses petites habitudes et ses us et coutumes. Et je pense que la difficulté, c'est que de faire en sorte que les gens mettent ça en retrait, comprennent que c'est pas parce qu'ils mettent ça en retrait qu'ils perdent ce qu'ils sont, qu'ils perdent de leur individualité, de leur force, de leur culture. C'est parce qu'on a un job à faire et que ce job prime sur l'individu. Et ça, je pense que c'est un de mes grands défis et challenges. Ouais. D'accord, donc ça c'est intéressant. Et dans les moments de pression, souvent bah, il y a des moments où voilà on est dans le feu comme on dit, hein, je pense que c'est un vocabulaire que tu dois connaître. Qu'est-ce que tu as pu observer, tu sais, puisqu'on parle des émotions aussi, hein, comment les différentes cultures gèrent leurs émotions? Est-ce que tu aurais peut-être un exemple concret qui illustre justement peut-être une approche différente au niveau de la gestion des émotions par rapport à la culture? Oui, alors oui. Quand tu as des membres d'un groupe qui sont diamétralement opposés, je me suis rappelé un truc au tout début de ma carrière. Alors je vais forcer un petit peu le trait, hein. Mais j'avais en gros le 50 Cent genevois et le gars de l'autre bord politique avec les jeans collants et puis les baskets, les chaussures en cuir avec bout métallique, quoi qui se sont retrouvés dans mon groupe, hein. Donc vraiment des opposés, vraiment complètement opposés. Et puis à force de se retrouver dans le même trou de tirailleurs, à porter les mêmes blessés, à porter le même matériel, à faire les gardes de nuit dans le froid, dans le vent, enfin, ces mecs-là, ils ont appris à s'apprécier. Ils ont appris à. Je pense pas que ce soit devenu les meilleurs potes du monde,
Par contre, je pense qu'ils ont franchi une étape dans le sens où on leur a toujours dit, ouais, eux, ils sont comme ça, et eux, ils sont comme ça. Les gens qui grandissent à 50 kilomètres les uns des autres, qui ont la même culture de base, se connaissent pas. Et je pense qu'ils ont réussi à franchir cette barrière par la difficulté, par cette promiscuité, en fait, par ce cadre qu'on a réussi à créer. Donc là, on a réussi, en l'occurrence, pas que moi, hein, mais mes camarades aussi, bien sûr, on a réussi à faire passer l'intérêt personnel après, mais parce qu'on avait des conditions relativement difficiles. Et c'est vraiment un exemple qui m'a marqué, c'est se voir ces deux mecs ensemble qui se détestaient, enfin, ils étaient tout le temps loin de l'autre, de les voir ensemble à la fin. Et ça, c'était vraiment une expérience enrichissante et intéressante voilà, pour les gens qui sont très différents à la base. Mais pas tant différents que ça, en fait. C'est plus de la peur, c'est plus de la méconnaissance. Ça me fait penser à un bouquin, je sais pas si tu as lu ce bouquin, de Simon Sinek, qui est un Américain qui parle beaucoup de leadership, de management, puis qui a écrit un bouquin, Les vrais leaders mangent en dernier. Et dans son bouquin, il parle du cercle de sécurité en fin de compte, parce qu'il fait un parallèle entre les équipes dans les entreprises et les Navy Seals, où on arrive tous de cultures différentes et on crée une unité entre un corps qui font qu'après, ils arrivent à fonctionner. Et ça me fait penser un petit peu à ce que tu viens de raconter, sur le fait que, ouais, on est de cultures différentes, d'origines différentes, on peut être diamétralement opposés, et à la fin, on doit quand même performer ensemble pour pouvoir atteindre un objectif commun. Et quand tu mentionnes, ouais, c'est pas les meilleurs potes du monde, mais ils comprennent qu'ils doivent travailler ensemble. Tu arrives à nous raconter une situation où tu as dû manager, conduire, manager, l'idée, diriger les gars. Puis ta façon de faire a été un changement. En fait, tu as dû adapter quelque chose et puis tu as eu un résultat positif parce que ça marchait pas avant et puis maintenant peut-être que ça marche différemment. Tu aurais une situation ou quelque chose que tu as dû vraiment adapter puis tu dis, ouais, ça c'est un tournant, j'ai adapté ça. Alors, j'étais un petit peu plus fougueux à l'époque. Tu m'as connu quand j'étais un peu plus jeune. Et dans ma conduite, j'étais peut-être un peu plus agressif, un peu plus, voilà, je voulais que c'était l'infanterie, c'est dur, boum. Et ces gars-là, ça n'a pas été que rose, donc ils se sont aussi fâchés plusieurs fois, ils se sont engueulés, ils se sont empoignés. Et une fois, ça m'a vraiment énervé et on partait en exercice de nuit en bivouac. C'était l'hiver à Bière, donc à Bière, quand il neige, j'étais toujours à l'horizontale. Il y a toujours du vent. Et justement, je les ai mis dans le même trou, dans le même poste de garde. J'ai dit maintenant, les mecs, 2 heures, vous discutez. Alors, je vais bien expliquer qu'il y a les deux qui devaient sortir du trou et vivants, mais ils étaient dans leur trou. Maintenant, les gars, vous réglez votre problème, j'en ai marre, c'est pas possible. Ça peut pas, ça fonctionne pas comme ça. Et alors, je sais pas quelle a été l'importance de cette situation dans la révolution, mais j'ai écouté, je me suis mis un petit peu de côté, puis j'ai écouté ce qu'il racontait. Et ensuite, je suis parti, je suis allé me coucher aussi. Mais il y a eu comme une étincelle, je pense. Je me souviens plus exactement des mots qui ont été dits, mais en gros, il faut qu'on trouve un chemin commun. Alors ça devait être plus loin, il faut qu'on trouve un chemin commun, cousin, ou voilà. Mais voilà, il y a eu cette espèce de peut-être d'étincelle. Je sais pas dans quelle mesure je suis responsable de l'évolution de ça, mais en tout cas, ça c'était une expérience. J'ai dit maintenant les gars, ça me fatigue, j'en ai marre de vous entendre. Vous êtes toujours, c'est vous vraiment les deux, toujours en train de mettre le bazar, aller dans le film. Voilà, voilà, voilà. T'as un peu forcé le destin, quoi, d'une certaine manière. J'ai pris influence, ouais. Je peux dire ça comme ça. Ça me fait juste penser à un truc, Fredo. J'avais vu un reportage, alors c'est peut-être extrême, hein, mais je trouve super intéressant. Chez les légionnaires, quand deux se bagarrent, en fait, ils les attachent ensemble pendant, je sais plus si c'est 1 ou 2 semaines. Ils sont attachés H24 du matin au soir. Donc, ça veut dire qu'ils vont pisser ensemble, ils vont poser une pêche ensemble, ils dorment ensemble. Parce qu'évidemment, dans cet univers-là, tu dois pouvoir compter sur l'autre. C'est une question de survie. L'idée, en fait, c'est de construire des ponts et pas des barrières. C'est d'apprendre plutôt à valoriser les différences. Et on l'a vu dans les chiffres, que de focuser sur les différences en disant, OK, on est différents, mais on a sûrement des choses à profiter les uns des autres. Et je trouve que ça a aussi un vrai challenge dans le management des équipes, c'est de conduire les gens à porter le regard plutôt sur la valeur finalement des différences et de ce que l'un peut apporter à l'autre, plutôt que de focaliser sur la différence en termes de problématiques. Après, tu as quand même beaucoup d'années d'expérience. Si tu devais retenir qu'une seule clé pour
performer une équipe multiculturelle, un seul élément, bien sûr qu'il y en a certainement beaucoup, mais si tu en retenir qu'un seul, par exemple, ce serait lequel pour toi? Alors pour moi, j'ai appris ça dans un autre cadre et j'ai nommé ça. Ça s'appelle pour moi lire le groupe. Lire le groupe, c'est s'y intégrer comme leader dans son exemplarité, observer, analyser, sentir le pouls, laisser évoluer. Moi, j'aime assez le modèle Tuckman qu'on avait appris ensemble à Erisa, le forming, storming, norming, performing et la séparation. Dans cette lecture du groupe, il faut pas avoir peur de cette phase de storming. Il faut qu'un groupe, qui plus est multiculturel, arrive à cette phase d'orage ou cette phase de conflit. Et mon rôle comme leader, c'est de faire en sorte d'y arriver dans le respect des us et coutumes, encore une fois, pour arriver à la performance. Sauf que souvent, on a peur, on est un peu retenu. Donc je pense que cette phase de storming, elle est vraiment essentielle. Pour y arriver, il faut pouvoir lire le groupe, lire les gens, comprendre ce qui se passe. Donc c'est ça, à mon avis, la clé principale, c'est lire le groupe. C'est super passionnant et intéressant ce que tu dis. Alors je connais aussi bien le modèle, hein, puisque j'arrive à l'enseigner aussi. Mais je trouve qu'il y a intéressant aussi dans ce que tu as dit pour faire lien aussi avec l'intelligence émotionnelle, avec les émotions. Tu as parlé de peur. Et je pense que le rôle aussi des leaders, c'est justement de thématiser les conflits pour faire émerger les besoins qu'il y a derrière. Parce que finalement, chaque émotion exprime des besoins. Et donc l'idée derrière ça, c'est que on n'ait pas peur finalement de dire, OK, on y va. C'est quoi la problématique? C'est quoi les besoins? Et comment on peut travailler ensemble? Parce que cette cette phase de storming, donc de turbulence, elle a ça en elle de permettre de faire émerger ses besoins, ses peurs et ses émotions, et puis pour arriver à quelque chose de beaucoup plus serein. Et tant que c'est pas dit, ça veut pas dire que ça n'agit pas. Et ça, c'est un peu le problème, c'est que des fois, on met ça un peu sous le tapis en espérant que voilà, ça fera pas trop de bruit, et finalement, c'est juste puissance 10 après, quoi. C'est ça. Alors si j'ai déjà vécu cette expérience dans ma jeune époque de chef, d'essayer de retenir, de pas y arriver, de gérer tous les conflits par moi-même. Déjà, c'est usant, et ensuite c'est inévitable. Ces conflits latents qui viennent par dessous, par derrière. Au bout d'un moment, ça explose. Et souvent ou souvent pas, mais moi j'ai vécu des situations où ça a explosé. C'est devenu désagréable, quoi. C'est devenu vraiment compliqué à gérer parce que ça a traîné trop longtemps. Il faut pas hésiter. Ouais. Tu parlais d'exemplarité avant et je pense que c'est aussi ton rôle en tant que leader de montrer l'exemple et d'aller dans cette expression, de dire les choses. Et puis, même si c'est un peu inconfortable d'une certaine manière, parce que les conflits, je pense que personne n'aime vraiment rentrer là-dedans et attendre jusqu'à ça explose, comme tu le dis. Mais il y a ce rôle, en fait, de modèle, je veux dire, d'exemplarité, que ce soit nous en tant que père, hein, parce qu'on est les trois pères ici, mais en tant que formateur, en tant qu'instructeur, on doit aussi montrer l'exemple et dire les choses. Stéphane t'en a parlé avant en disant, voilà, il y a un besoin, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et le conflit fait partie de la vie d'une certaine manière. On doit aussi montrer l'exemple à ce niveau-là pour pouvoir passer outre, pour aller plus loin par la suite. Ouais, en fait, je voulais dire à peu près la même chose. Je voulais rebondir sur ces notions d'exemplarité. Je viens de terminer un livre que je trouve que je peux recommander, qui s'intitule En toute franchise, une auteure qui s'appelle Kim Scott, une manager américaine qui a travaillé chez Google, chez Apple, dans Apple et d'autres entreprises, des grandes entreprises. Et en fait, ce qui ressort systématiquement, parce que le grand terme derrière ça, c'est aussi l'assertivité, c'est cette notion de donner l'exemple. Et dans le fait de donner l'exemple, c'est aussi de demander du feedback aux collaborateurs, d'oser demander d'abord du feedback avant de vouloir en donner aux autres. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant finalement, qu'on le veuille ou non, en tant que cadre, on est exposé, les gens nous observent, ils nous analysent, il y a aucun doute là-dessus. Et donc, et on parle aussi ça dans l'éducation des enfants, il faut pas leur expliquer l'éducation, il faut leur montrer l'exemple. Et je pense que ça rejoint ça en fin de compte. L'exemplarité, c'est pas parfait. Hein. Pour moi, l'exemplarité, c'est pas la notion de perfection, c'est plutôt la notion d'authenticité, d'humilité aussi, d'oser dire, là, franchement, j'ai peut-être, excusez-moi du terme, mais merdé, et je reconnais ça. Voilà, pour moi, c'est ça que je voulais simplement ajouter. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, Fredo, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'observe et je suis intimement convaincu par ça. 100%. Le chef qui est pas réel, qui est pas exemplaire,
qui joue un rôle, au bout d'un moment, sur la durée, ça se transperce, ça se voit, ça déçoit les participants, ça déçoit les subordonnés. Non, ça, t'es obligé, sinon ça marche pas. Tu dois pas jouer un rôle. Si t'es un acteur, il faut à un moment sortir de la scène. Et, et ta scène, si elle est 365 jours par année, ça suffit pas de rentrer à la maison. Il y a un masque, donc tu peux pas avoir ça. À mon avis, comme tu l'as dit, l'exemplarité, ça c'est primordial. Le feedback, c'est plus compliqué dans mon monde, mais j'ose. Moi, j'en demande, hein, j'en demande. Mais souvent, ce que j'ai constaté, si on peut parler rapidement du feedback, c'est que, allez, ils veulent pas te décevoir si t'es le chef parce qu'ils te voient comme chef, et du coup, c'est toujours un peu enjoliveur, un peu positif. Si on passe un petit peu, puis on continue à naviguer dans notre voyage que Stéphane nous a proposé au début de ce podcast, si tu avais un conseil à donner à un jeune cadre qui se trouve confronté à des situations avec des équipes multiculturelles, ça serait quoi que tu donnerais comme conseil à éviter de faire? À éviter de faire. Une expérience que tu as vécue, qui dit ça, faut vraiment pas qu'il fasse parce que c'est pas le bon plan, quoi. Parce qu'on apprend aussi des échecs, tu vois, on apprend aussi des choses qu'on a faites peut-être pas justes, et puis que maintenant, ça faut pas que tu fasses, c'est pas une bonne idée. Bon, je pense que ce qu'il faut éviter de faire, si je dois donner des conseils, alors je vais le former de manière positive. Il faut s'intéresser aux autres. Il faut essayer d'aller connaître un peu les us et coutumes, les no-go, surtout qu'on trouve peut-être dans certaines cultures, dans certains aspects des différentes personnalités. Donc ça, je pense que c'est un conseil qui est intéressant. Mais ça doit venir de soi. De nouveau, si c'est joué, je suis pas sûr que quelqu'un qui joue ça ait ce qu'il faut pour être un authentique leader dans le cadre du groupe interculturel. Il faut être devant, on en a parlé, il faut donner le sentiment d'être un espèce de bouclier. Donc, si tu laisses entrer les problèmes, les conflits et que tu fais genre oui, c'est pas vraiment mon groupe. Si t'as pas ce rôle de bouclier, en fait, c'est négatif. Le développement du groupe est négatif et les différences vont s'accentuer. Tandis que si tu as un rôle de protecteur un petit peu, que voilà, tout ce qui rentre dans ce groupe, ça passe par moi comme leader. J'ai l'impression que ces différences interculturelles ont un petit peu tendance à s'effacer. La communication, c'est la base, c'est le A und O, comme on dit en allemand. Alors moi, ça peut paraître un peu brutal, mais dans ma première théorie que je fais, j'explique aux gens que moi, peu importe que vous soyez blanc, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, que vous soyez de telle idéologie politique, que vous soyez de telle religion, que vous soyez de telle... Voilà. Ça ne m'intéresse pas, ça n'entre pas en compte dans notre mission, et je fais ça de manière... C'est voulu pour les choquer, parce qu'en fait, il y a un sourire souvent quand je dis ça. Et ma réponse, parce que je pose la question, mais je dois aussi donner la réponse, c'est, mais par contre, vous pouvez attendre de moi et de mon team qu'on vous respecte absolument pour ce que vous êtes, pas pour votre personnalité. Donc, ce que j'essaie de faire passer comme message là derrière, c'est justement de ne pas laisser c'est trop cet aspect, comment dire, pas trop se développer. L'individu, on doit le respecter pour ce qu'il est, mais il n'y a pas de prosélytisme. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Donc, ne pas laisser une forme de prosélytisme s'installer. Il faut connaître les gens. Ouais, vas-y. On pourrait dire éviter de moquer de respect aux gens et de les considérer pour ce qu'ils sont vraiment, en fin de compte, pour tout ce qu'ils peuvent apporter comme valeur, que ce soit personnel et individuel. C'est même plus que ça, je pense. Il faut les respecter pour ce qu'ils sont, mais surtout, il faut les connaître. Il faut connaître leurs forces, leurs faiblesses, parce qu'il va s'agir de les renforcer, de les challenger. Donc, c'est un peu le rôle du maître d'orchestre, et le maître d'orchestre, pour pouvoir diriger son orchestre, qui doit savoir ce que fait tel ou tel instrument, dans quel cadre je vais utiliser plutôt tel ou tel instrument. Donc, je trouve que c'est même encore plus profond. Et puis encore un truc, même je dirais qu'il faut pas s'imbriquer. Il y a toujours des sous-groupes, on l'a appris hein, dans nos formations au leadership, au management. Il y a toujours des sous-groupes. Il faut rester libre
Il faut que le chef ou que le jeune cadre reste libre de ses mouvements. Il ne doit pas favoriser les uns ou les autres, il doit rester lui-même. Donc rester libre de ses mouvements, ça me semble être un bon conseil. Ne pas s'imbriquer. Et puis surtout, je pense que le dernier, c'est être bienveillant. Je pense que la bienveillance envers les gens, ça règle beaucoup de conflits. Il faut apprécier l'autre, il faut apprécier la différence, mais ça, je pense que c'est, à mon avis, l'élément clé, c'est la bienveillance. Alors, Merci bien. merci pour tes précieux conseils. Moi, le mot bienveillance me parle beaucoup. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on me renvoie souvent en retour, en feedback. Je crois beaucoup à ça, hein. Je crois beaucoup à la bienveillance, d'accepter la personne là où elle en est. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce qu'elle fait, mais là où elle en est. Et surtout, quand même dans une notion de résultat commun, finalement. On veut tous réussir et faire fonctionner l'organisation, l'entreprise, faire évoluer les projets, la structure, etc., dans un intérêt commun. Et je pense que c'est toute la complexité entre l'individualisme et la collectivité et de trouver un juste équilibre entre les deux. Là, si on veut, on va continuer un petit peu le voyage. Et je vous avais parlé de la trousse de secours. Je pourrais compléter par quelques aspects importants dans la conduite d'équipe multiculturelle. Quand on parle de cette trousse de secours, je vois 4 compartiments. Parce qu'elle est indispensable pour ce qu'on pourrait dire soigner les bobos émotionnels dans une équipe multiculturelle, parce qu'évidemment, chaque culture vit les émotions d'une manière complètement, des fois très différente. Certaines sont très expressives, d'autres absolument pas. C'est très introverti, d'autres c'est très extraverti. Et donc forcément, on hérite de ça aussi. Je dirais, il y a quelque chose d'héréditaire, hein. Dans le premier compartiment, quand on conduit de cette trousse, hein, quand on conduit une équipe multiculturelle, c'est les outils de communication. C'est un peu comme un bon désinfectant. Ça veut dire qu'il faut avoir une communication claire, mais aussi régulière, qui prévient, on va prendre cette métaphore un peu, les infections. Tout ce qui n'est pas dit est sujet à devenir une infection parce que les gens interprètent, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Donc, plus on arrive à communiquer clairement et régulièrement, tous les outils de communication, je ne vais pas les passer en revue, mais il y en a beaucoup, sont vraiment des notions importantes pour éviter les problématiques. Là-dedans, on peut aussi imaginer des réunions, je ne sais pas, hebdomadaires, en tout cas régulières, avec des messages simples, sans trop de jargon. Donc, il ne faut pas tomber dans la réunionnite, hein, parce que dans certaines organisations, j'ai déjà pu voir, on se réunit beaucoup, mais on réalise pas grand-chose. Et finalement, les gens sont frustrés parce que les réunions n'aboutissent à pas grand-chose, pour pas dire à rien, à part des fois dire il faut qu'on se revoie pour en discuter. Et ça, c'est dramatique parce que tout le monde a le sentiment de perdre son temps. Donc, l'importance aussi de la traçabilité écrite, hein, de ce qui s'est dit. Et puis, pas oublier qu'aujourd'hui, on a des outils dans la communication de traduction assez simples, faciles, de plus en plus. Donc, moi, je travaille aussi avec des administrations publiques où aujourd'hui, il est admis, par exemple, je vais peut-être faire de la pub que je ne devrais pas, mais où on admet qu'on peut utiliser des outils comme DeepL, qui sont reconnus comme des outils de qualité quand même. Si on prend le deuxième compartiment des 4, on pourrait parler de charte d'équipe, ou en tout cas d'une charte de conduite qui serait un peu la notice de premier secours, où on définit les règles. Tu parlais des stades d'évolution d'une équipe, on parle des règles finalement de jeu et des attentes de chacun. Par exemple, chez Ciel, on a créé avec notre communauté une charte qui a été validée par elle, parce que il faut pas définir une charte puis la dire voilà, c'est ça la charte, mais il faut la co-construire avec les gens, sinon ils adhéreront pas ou c'est très difficile d'adhérer, et ça la rend d'autant plus efficace quand les gens adhèrent. Le troisième compartiment, c'est les remèdes pour développer la compréhension mutuelle. On a déjà parlé un petit peu. C'est un peu comme une vitamine que tu prends chaque matin pour instaurer des moments culturels réguliers où on peut partager un petit bout de son histoire, de son expérience, ses anecdotes. C'est toujours intéressant de dire comment ça se passe chez toi, dans ta région, dans ton pays, dans ta famille, tout simplement. Hein. Culturel, c'est pas forcément étranger du pays. On va en Suisse, on a des cultures déjà germanophones, italophones, romanches et francophones. Donc, ces côtés un peu informels, c'est un peu comme un ciment, c'est un fortifiant qui lie les équipes en disant souvent autour de la bouffe. C'est pas intéressant de parler de la bouffe, hein, parce que ça, c'est assez universel. Et puis, il faut pas oublier le compartiment formation, hein, dans la trousse, en faisant des check-ups, pour maintenir justement aussi cette équipe en bonne santé. Et puis là, on a aussi des fois des ressources. Hein, faut pas oublier de consulter
ou un spécialiste, un coach, un mentor. Quand je dis ça, c'est pas forcément externe, hein, ça peut être interne, des gens qui sont plus expérimentés. Puis le dernier compartiment, c'est qui contient finalement ce qu'on appelle la célébration de la diversité. C'est une sorte d'antidouleur le plus puissant. C'est aussi d'intégrer quand on peut, hein, les fêtes importantes dans chaque culture et les valoriser. Ça veut pas dire qu'on va faire un jour férié pour peut-être une culture spécifique, mais d'entendre peut-être que certaines personnes, cette date-là, elle est importante. Je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai vécu ça à titre privé aussi, où j'avais, pour moi, pas accordé une énorme importance à une fête, parce que pour moi, elle n'avait pas beaucoup d'importance, mais qu'est-ce que j'ai pas eu comme retour qui était assez virulent, c'était presque un crime de pas avoir pris en considération cette fête, parce que dans ma culture, mais pour cette personne, c'était extrêmement important, quoi, niveau 10, et moi, j'avais peut-être mis ça au niveau 1. Puis, je conclurai là-dessus en disant que il faut se rappeler que la diversité, c'est pas un symptôme à traiter, mais c'est une source de vitalité pour l'équipe. Voilà, je terminerai là-dessus. Je pense que tu vas ajouter quelque chose, Fredo, par rapport à tout ça. Ce qui me parle, tu vois, j'ai eu un exemple avec la communauté musulmane dans notre compagnie. On a des gens, des segundos, voilà, qui viennent soit des Balkans ou d'ailleurs, du reste. On a eu ça y est, j'ai oublié le terme. Comment ça s'appelle ces jours où ils mangent plus la journée, j'ai oublié. Ça y est, ça Non, m'échappe. Ah, le Ramadan. Ramadan, voilà. Merci. Eh bien, pendant le Ramadan, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait décalé les horaires de repas. Alors ça va faire des bons aux plus nationalistes des Suisses là, qui vont dire oh c'est pas possible, à l'armée on fait pas ça. Mais si on l'a fait, et pas ça changeait pas grand-chose fondamentalement pour tout le monde. Et, et en fait les gens ils sont venus et ils ont remercié. Ils ont trouvé que c'était incroyable comme geste, qu'ils auraient jamais attendu ça de notre part, que c'était presque incroyable. Alors que pour nous, bah, il s'agissait de décaler les repas de quelques minutes, on parle même pas d'heures. Donc ça, je pense qu'effectivement, si tu fais un pas vers l'autre, si tu accordes de l'importance à sa manière de voir les choses, à ses traditions, à ses us et coutumes. C'est pas pour ça que tu perds ta nationalité suisse ou le fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour ça que tu es moins suisse, parce que tu fais attention aux autres. Et c'est pas pour ça que eux sont moins suisses dans notre cadre-là, parce qu'ils respectent leur tradition. Alors il faut une espèce d'ouverture. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, que j'ai trouvé intéressant. C'est très fort. Puis en fin de compte, c'est un signe d'ouverture d'une certaine manière qui coûte pas grand-chose et qui permet d'avoir un réel impact en fait sur l'émotionnel, sur le ressenti des personnes, sur ce que tu veux transmettre comme message. Ouais, je pense que des fois, c'est des petites actions qui ont un vrai impact sur les autres et qui peuvent vraiment faire la différence dans les entreprises. Donc, si tu veux bien, on va gentiment arriver à la fin de ce podcast et puis on va terminer notre voyage multiculturel par rapport à ça. Puis j'aimerais bien relever 3 points essentiels en fait que j'ai écouté, entendu tout au long de ces échanges. C'est qu'aujourd'hui, ben, on le constate bien avec tout ce que tu nous racontes et ce que ben, Stéphane a partagé, ce que j'ai partagé, c'est que la diversité culturelle en entreprise, c'est pas une option en fin de compte. Ça fait partie de notre réalité. Et ça peut même être un avantage compétitif pour une organisation si elle sait réellement l'utiliser à bon escient. Je prends l'exemple de l'armée parce que je venais aussi dedans. On essaie d'utiliser les bons métiers aux bons endroits, les bonnes personnes. Donc, on peut vraiment apprendre de tout le monde et vraiment en tirer un vrai avantage compétitif par rapport à ça. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Stéphane, t'en as parlé au tout début du podcast. Il y a des chiffres qui sont juste incroyables par rapport à ça. La deuxième chose, je dirais que c'est les émotions. C'est vraiment un langage multiculturel. On a tous des peurs, on a des joies. Et tu parlais de ces moments de partage, de changer les repas. Ben, en fin de compte, on travaille sur l'émotionnel des gens. On va aller taper dans le cœur des personnes qui font qu'on va pouvoir communiquer ensemble, on va pouvoir partager quelque chose. Et à la fin, ben, ça va souder les groupes et ça va nous faire avancer tous ensemble. Peu importe les origines, que tu sois chrétien, que tu sois jaune comme tu as dit, etc. En fin de compte, il y a des choses qui vont lier. Les émotions, je pense qu'elles font partie intégrante de nous. On a tous des manières différentes de les exprimer. Et peut-être la dernière chose, je pense que la réussite
dans la gestion des équipes multiculturelles passe par des outils concrets. Stéphane, tu as parlé de cette petite trousse à outils des bobos émotionnels. Ben, je pense que c'est une belle image pour te dire, ben, si tu as une bonne communication, si tu es clair dans ce que tu veux, tu mets des règles dès le départ. En fait, tu poses un cadre. Il a parlé de la charte, mais je me souviens à l'armée. Enfin, moi, dans mes classes de sous-off, on avait un mur, on mettait les règles de classe et que tout le monde participer aussi pour faire ça, pour qu'en fait on s'identifie à ces règles-là pour avancer ensemble. Et dès qu'il y a quelqu'un qui outrepasse un petit peu les règles, ben, on peut les remettre tous ensemble dedans, puis on est tous d'accord avec ça. Partager et surtout célébrer, parce que la célébration, ben, ça fait aussi partie de ces bons moments, des apéritifs, quand tu finis une école d'officier ou quand tu finis un stage de formation, ben, tu fêtes un moment ensemble parce qu'on a tous arrivé au bout ensemble. Ben, en entreprise, c'est la même chose. Tu aboutis à un projet, tu mets en place un nouveau département et ça fonctionne bien, ou tu acquiers un nouveau client qui rentre dans l'entreprise, qui t'apporte un bon chiffre d'affaires. Ça, je pense que c'est important de célébrer tous ensemble parce que tout le monde aura apporté sa pierre à l'édifice. Donc voilà, ça c'est les éléments que j'aimerais bien qu'on puisse mettre en avant dans ce podcast parce que c'est tout ce qu'on a thématisé. Merci beaucoup. Merci Fredo pour ton éclairage précieux. Je ne sais pas si Merci. tu voulais encore ajouter quelque chose. Un petit mot de la fin. Il faut, à mon avis, il faut se lancer. Si tu as des gens, il faut se lancer. Il y a un de nos généraux qui avait dit une fois, Man muss Menschen mögen, MMM, ce qui veut dire on doit aimer l'être humain. Je pense comme chef, comme leader, c'est un élément. Voilà. Et merci pour ce moment. J'ai beaucoup apprécié. C'était très intéressant cet échange. Merci beaucoup Fredo. J'aime beaucoup et c'est drôle parce que tu as lu dans mon cœur. Je pense qu'il faut aimer les gens. Ça veut pas dire qu'on aime tout ce qu'ils font, mais il faut aimer les gens foncièrement et cultiver ça. Et ça se sent. Tu peux pas faire semblant d'aimer les gens. Ton expérience, elle montre aussi que l'intelligence émotionnelle, elle transcende les cultures. C'est pas une question de culture. D'ailleurs, les émotions sont universelles. Et c'est aussi chez Ciel, c'est exactement notre mission. C'est partager justement ces connaissances, ces savoirs pour transformer nous, mais aussi nos équipes. Donc, si cet épisode vous a parlé, likez, partagez, ça nous aidera aussi. Ça aidera certainement d'autres. C'est un cadeau pour certaines personnes. Ça va être une source d'inspiration pour d'autres. Donc, n'hésitez pas à partager. Et puis, toutes nos ressources, vous les trouverez dans la description. Et dans notre prochain épisode, on va parler de masculinité et d'émotion avec Martin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.